Avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous d'être ici, d'être à Paris. Et merci d'être venus aussi nombreux. On m'a parlé de deux projets ce soir. Un, c'est un livre qu'on a fini et qui est très appliqué. Et l'autre, c'est un projet qui est très ouvert encore et qui est en développement. Le livre dont on veut parler, c'est un livre qu'on a fini il y a 2 mois. C'est les 100 ans du Swiss Graphic Design, un livre qu'on a fait avec Museum für Gestaltung à Zurich, qui était un projet assez ambitieux qui suivait un catalogue qui suivait une exposition qui a eu en 2012. Et on aimerait bien donner un peu un aperçu de comment on a conçu le livre, comment on l'a fait, quelle était la procédure. On va moins parler du contenu du livre, mais plus du procès qui a mené à ce livre. Donc, les questions qu'on nous a posées à propos de la conception du livre, c'était, on en avait parlé 2 fois déjà, c'était à propos du format, des caractères utilisés. Il y avait des questions sur les couvertures, puis surtout quelle est la position à prendre quand on fait un livre sur les 100 ans de graphisme suisse, qui se veut un peu l'habit de quelque chose d'assez historique, d'une importance. Et nous, c'était assez clair que il faut prendre une position, il faut être assez rationnel, il faut être assez clair. Donc, on aimerait bien donner l'aperçu du développement. Le projet, avait commencé il y a assez longtemps, donc le livre, il est sorti en septembre, puis on a commencé à travailler dessus, je pense, les premiers meetings sur le livre, c'était il y a presque 2 ans. Et nous, notre rôle, c'était, on faisait la conception graphique, mais c'était aussi, depuis le début, on était assez involvé dans le concept du livre. L'expo qu'il y avait au Museum für Gestaltung suivait une chronologie, et ça, c'était une des premières décisions qu'on a prises, que le livre, que ça allait être à l'avantage du livre, qu'on n'allait pas lui suivre une chronologie, mais que ça allait être plus juste d'avoir des thèmes principaux sur lesquels on allait parler pour pas toujours répéter les mêmes thèmes dans chaque décennie, comme c'était dans l'expo, parce que ça allait se prêter mieux pour faire des comparaisons. Et l'idée de base, le principe de base qu'il fallait définir, c'était sur les chapitres, comment ils allaient fonctionner, donc les chapitres qu'on a vus avant. Et ici, il y avait un conflit, une des premières discussions. Nous, on était de l'avis que la vérité historique, c'était dans les images et qu'il fallait partir des images. Et le musée, il voulait plus une approche qui partait du texte, donc les textes, ils allaient procurer les images. Et on s'était mis d'accord sur une structure en 3 parties par chapitre qui était une introduction, qui allait être visuelle, donc les cases noires représentent des visuels. Il allait y avoir un long essai sur plusieurs pages avec des visuels procurés par l'essai et des case studies. Et le problème de la question, c'était qu'il fallait tout de suite commander les textes, beaucoup d'avance. Et la grande question, c'est combien de signes on commande aux auteurs. Et nous, on a dit, pour répondre à ça, on doit définir le format et on doit savoir la typo, tout ça. Donc, on ne peut pas trop vite répondre à ça. Pour définir le format, dans notre travail, en général, on a vu qu'il y a certaines questions qui reviennent toujours. Et
nous, on est plus intéressé dans un discours assez pointu dans le sens que on n'est pas intéressé de parler beaucoup de langage visuel, mais d'être assez serré dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire que dans le temps, on a créé des outils pour répondre à certaines questions qui reviennent toujours, qu'on voit qui reviennent toujours. Pour les formats, on a une tabelle. On était parti de 5 ou 6 rapports possibles et les livres qu'on fait depuis 5 ans, 6 ans, c'est toujours soit au rapport 2/3 ou 3/4. Pour le livre des 100 ans de graphisme suisse, il nous semblait plus juste de prendre un 2/3 parce qu'on allait avoir, on voulait montrer en grand les affiches et avoir plus de place. Donc, le 2/3 permettait une utilisation plus économique. Donc, on a décidé sur le format 206-309, qui était un peu un problème avec le publisher, Lars Müller, qui disait que il faut pas faire des livres plus grands que 30 cm, parce qu'ils vont pas dans les bookshelves des librairies, et donc ça va pas se vendre, parce que ça va pas être dans les bookshelves. Il a accepté le 309 après des argumentations. Donc, toujours pour répondre à cette question du nombre de signes qu'on allait commander aux auteurs, parce que ça allait prendre beaucoup de temps, on doit faire un petit excours sur la conception de la page. Ça fait aussi un moment qu'on a fixé sur tous les livres qu'on fait, on a toujours la grille, le baseline grid qui est pour le texte sur 1 mm, et la grille du document qui est aussi sur 1 mm. Et c'est-à-dire qu'il y a 2 grilles du Bleisatz. De l'impression en plomb. Ah, il y a de l'impression en plomb. Bon, historiquement, l'interligne des textes, il n'est pas sur le millimètre, mais sur les points. Et donc, il y a toujours un peu un conflit entre les 2 grilles, donc celle pour les images et celle pour le texte. Puis nous, on unifie ça. Et il y a un désavantage à ça, c'est-à-dire que l'interligne s'adapte pas à la taille de la police de caractère, comme on voit dans ABC, donc qui permet toutes les interlignes. Mais nous, on fait de façon que la police de caractère, elle s'adapte à la grille, c'est-à-dire que beaucoup de tailles de texte sont exclues. Et nous, en fait, on a juste le choix de l'espace 1, 2, 3, etc. en millimètres. Donc, ça fait beaucoup plus petit la possibilité des choix de taille de lettres. Bon, juste une petite parenthèse pour dire que depuis pas mal d'années, au fait, on travaille toujours avec les mêmes grandeurs de typographie, dû justement à la grille, au baseline grid. Donc, voilà, donc c'est une répétition qu'on fait depuis pas mal d'années, et bon, on n'a pas eu beaucoup de réclamations jusqu'à maintenant, mais c'est un peu ça. Donc on est très restreint c'est toujours un peu la même chose au niveau des tailles des caractères. Après, bon, la grande question, aussi pour tous les gens autour de nous, c'est un peu quelle police de caractère faut-il prendre pour parler du graphisme suisse? Et il y avait le premier choix évident, c'était de travailler avec la Helvetica, qui nous semblait presque trop évident pour le faire. Et le deuxième choix aussi très juste, d'ailleurs pour les deux, Helvetica et Univers, 1957, ce serait parfait au milieu donc pour ces 100 ans. Univers, c'est plus l'école de Bâle. Helvetica, c'était toujours l'école de Zurich. Donc, Univers aussi, pour la même raison, c'était un peu trop évident. Donc, bien qu'elle nous plaît beaucoup, on a dû l'exclure. Et le choix parfait semblait de prendre la Unica, donc qui était un projet en 1977,
où le groupe 77, ils ont fait la fusion, ils ont fait la police de caractère parfaite, qui était la fusion de Univers, Uni, Helvetica, K, et qui est en fait aussi un peu une fonte mystique parce qu'elle a disparu, elle est plus, on peut plus la recevoir, donc on était beaucoup tentés par ça. Et le problème de l'Unica, c'était que la Grèce médium, elle est bold en fait. Et nous, ça c'est aussi une contrainte, une préférence de nous. On aime bien travailler avec une Grèce pour des livres entiers. Donc on n'aime pas les festivals de Grèce. Donc ce qui faisait, en voyant, on a commencé à travailler avec le matériel, il y avait une visible, très grande présence de la accidents grotesque, qui était une grande fonte de préférence, qui était un peu aussi une source qui nourrissait le Swiss style. Et aussi, en voyant qu'en fait, il y avait beaucoup de versions de la accidents grotesque ou des grotesques qui étaient pour les affiches faites à main, qui étaient donc des interprétations de typos grotesques, même des fois fait un peu presque, on peut dire maladroite, comme sur cette affiche de Emil Ruder, c'est-à-dire que c'est-à-dire que il fallait faire manuellement des lettres qui étaient censées être mécaniques. Donc, il y a un bizarre lien entre quelque chose de très parfait et en même temps de faire main. Donc, on a décidé de travailler avec la Accidents grotesque qui, on voit bien, elle est toujours belle, quoi. Peut-être pour faire une parenthèse sur ce thème, aussi en lien avec ce que Manuel a dit au début sur l'attitude avec laquelle on allait prendre ou forger ou mettre en page ce livre, aussi avec la question quelle est l'attitude, quelle est votre place, qu'est-ce que vous avez amené, quel est votre geste graphique par rapport à la mise en page de ce livre. Pour nous aussi de revenir à cette base qui a aussi donc à l'accident grotesque, c'est un peu aussi un terrain neutre et c'est aussi un caractère qui est aussi vieux que les 100 ans d'histoire qui allait être représenté dans le livre. Et c'est aussi pour nous une façon de faire une exception à notre façon de travailler parce que depuis aussi pas mal d'années, on met en page des livres. On travaille souvent avec des caractères que nous avons créés nous-mêmes. Donc, de se distancer, c'est aussi un geste de distance vis-à-vis de l'attitude avec laquelle on allait concevoir ce livre. Bon, je peux peut-être aussi dire à ce propos que si notre nouvelle police de caractère aurait été prête, probablement on aurait travaillé avec. Et aussi, juste pour le principe de travail, c'est que cette nouvelle police de caractère qui était sur le slide avant, avec la grille, c'est clair que dès qu'elle est prête, on va plus que travailler avec cette fonte pendant 3 ans, je pense. Ou plus. Ou plus, idéalement. Donc, pour retourner à cette question, donc on nous posait tout au début combien de signes on doit commander aux auteurs parce qu'ils ont il faut tellement de temps pour recevoir les textes, pour les traduire, etc., rédiger, tout doit être rédigé de la même façon. On est arrivé à une mise en page et c'était 8000 signes pile et qui allaient sur une page d'essai comme ça qu'il fallait remplir en allemand entièrement pour que le blanc, que l'anglais, il allait faire parce qu'il est plus court, soit pas trop présent. Donc c'était 8000 signes.
Et le musée, ils ont commandé, c'était une trentaine d'auteurs, ils ont commandé les textes. Nous, on a commencé donc à continuer à travailler avec les images, l'édition, etc. Et en même temps, le Museum für Gestaltung, ils ont fait un livre qui était très mal relié et ils ont eu un problème des marges intérieures du livre. Et nous, on avait des marges très tight, de 8 mm, et tout le monde paniquait. Et ils ont dit, on a dû aller parler avec le directeur pour parler des marges. Ça se fait pas souvent, de parler avec des marges intérieures avec un directeur. Normalement, c'est notre boulot. C'est nous qu'on définit comment sont les marges. Mais il y a eu un problème effectif avec à ce moment-là. Et dû aux contraintes qu'on a avec la grille du millimètre, on peut pas faire plus petit la fonte, parce qu'après, sinon l'interligne il est trop grand. Les 8000 signes qui étaient commandés à tout le monde allaient plus dedans. Et il fallait donc repenser le format, parce que les steps qu'on pouvait faire, donc pour mettre plus de texte, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire plus grand le livre. Lars Müller, donc le publisher, il était très malheureux avec le 209. Et pour y arriver avec ces 8000 signes, en giclant les titres courants, on a déplacé la pagination, on a dû augmenter à 324. Donc beaucoup plus grand, et ça c'est la réponse sur la hauteur du format. Ouais. Oui, bon, ça c'était un grand problème, parce qu'on a dû déjà convaincre justement Lars Müller, l'éditeur, mais en plus, c'était un peu un mensonge parce que le livre était effectivement plus grand que 324, parce qu'avec la couverture, il faut rajouter 5 mm, donc on arrivait à 329. Et, mais ça, il le savait pas. Donc. Bon, mais le test dans la présentation, le test du directeur, c'était qu'il a pris la poupée du livre et il l'a mis dans son étagère pour voir si ça va dedans. Ça allait dedans, mais le musée, après, parce qu'il y avait deux livres. Il y a le livre de graphisme et en même temps, il y a un livre de design. Et ils ont fait un Schubert, je sais pas comment on dit. Un Schubert où on peut mettre une boîte. Un coffre pour mettre deux livres ensemble, qui rajoutait encore 5 mm de plus. Et en Schubert, ça allait plus dedans. Je dis, bon, mais ça, c'était après. Donc, ça, pour arriver un peu au point, ça, c'était la grille après, juste, comme il fallait. Et ça, c'était après le design des pages qu'on proposait. Et ici, je pense, Dimitri, il a parlé du geste. Il est où le geste, du geste graphique? Nous, c'était de simplifier au maximum la page et d'avoir le plus de calme possible de la part du texte. C'est pas qu'on n'aime pas les mots ou qu'on n'aime pas le texte, mais ici, il fallait faire une scène pour les images, pour ce livre. Et ça, c'était donc, en fait, on avait ici deux tailles de texte pour les légendes et pour les références. Et il y avait une troisième taille de texte qui était pour les textes d'introduction et qui était aussi utilisée pour les grands titres du début. Pour arriver à la couverture, donc il y avait une exposition sur les 100 ans de graphisme en Suisse pour laquelle on avait fait cette affiche donc en 2012. Et l'idée c'était de reprendre un peu les éléments, de voir ce qu'on peut faire. En même temps, le Museum für Gestaltung, ils ont fait une exposition sur qui est maintenant sur les 100 ans de design en Suisse. Et il fallait faire les éléments de communication aussi pour cette exposition. Et on faisait en parallèle pour le design et pour le graphisme des propositions de couverture. Et l'idée, c'était un peu qu'il allait y avoir deux livres qui allaient être comme un peu des frères qu'on reconnaît bien, qu'ils appartiennent ensemble en utilisant les mêmes éléments. Et on faisait en même temps la communication aussi pour cette expo. Et on avait fait, ça c'était notre proposition d'affiche pour le design.
qui était le choix du musée pour design. Et aussi, ensuite, tout le monde aimait beaucoup le visuel. C'était aussi le choix, aussi avec les éditeurs, du livre de design qui s'est fait avant de prendre ça pour la couverture. Donc, on s'est vu un peu dans la situation de trouver un visuel correspondant pour le graphisme. Et pas bien slide. Donc ici, juste entre parenthèses, ça c'était l'affiche pour l'ouverture de l'exposition, de l'endroit de l'exposition du Museum für Gestaltung, avec le paradoxe du N. Neu en allemand, c'est nouveau. Hein, donc, excusez-moi. Donc, l'idée, donc pour la couverture du graphisme, c'était, on voulait chercher un correspondant d'objets design un peu iconiques, et on s'était dit, on tire des éléments d'affiches, ici Von Bedarf de Max Biel, Die gute Form de Emil Ruder, pour en faire une fusion de formes. Et on faisait en même temps les billets d'entrée, et on avait fait tout au milieu, on voit sur le fond gris-brun, les formes noires, et les formes violettes qui étaient donc des extraits d'affiches qu'on avait réduits sur un layer. Et ça, après, il y avait un peu la question si c'était un sacrilège d'abuser comme ça ces formes. Et on a donc pris la décision de retourner sur d'utiliser des polices de caractère, des éléments de police de caractère, parce qu'ils sont faits pour être usés, ils n'ont pas une forme. La typo, en elle est pas dans une forme. Elle n'est pas dans une forme finale, elle existe seulement par son usage, en fait. Donc, on a pris le A de la Moonbase Alpha de Cornel Windlin, très graphique comme forme, plus de François Rappeau, le A de la Antique, propre, où lui disait que Max Miedinger, donc le créateur de la Helvetica, que Max Miedinger, qui est mort, il a guidé sa main quand il a dessiné le A. Et ça, c'était donc, pour finir aussi, le livre, la couverture du livre des 100 ans de design. On va montrer quelques pages encore de l'intérieur du livre, après avoir parlé tellement ce qui est autour du livre, pour essayer de légèrement retracer un peu le Swiss style, ou ce qui est appelé le Swiss style. Aussi, c'est des exemples d'affiches et d'éléments imprimés qui nous plaisent bien. On pense que donc la Suisse, au départ, aux années 20-30, était au même endroit que les pays européens autour, la France et l'Allemagne. On ne pense pas qu'il y avait beaucoup de différences dans la compréhension de comment le graphisme était compris, aussi enseigné. Et il y avait des personnages importants et forts qui ont aussi commencé à enseigner. Ça, c'est Otto Baumberger qui a créé donc le manteau de PKZ aux années 20, puis aux années 30, une très forte réduction pour une proposition pour un supermarché Globus. Et il y avait aussi dans les années 30 Ernst Keller et Walter Kreer qui ont commencé à faire des affiches aussi en lien avec des idées qu'il y avait au Bauhaus, qui commençaient à être très réduits sur la forme, et la typo. Il y avait plus qui étaient peu illustratives, mais qui étaient des messages très forts. Et il y avait aussi très certainement Herbert Matter qui était une forte influence, qui lui, son travail était plus avec les images, mais qui a influencé la génération qui allait venir, qui allait définir le Swiss style. À gauche, on voit, on est aux années 30, c'est toutes des affiches de Max Biel, sauf celle en bas à gauche, qui est de Max Ehn. Donc Max Biel, très ludique encore,
très délibéré, tout va, très étonnant à notre avis. Et après, il y a l'évolution qui commence vers une simplification, de dégager tout ce qui est des éléments qui peuvent être décoratifs. Aussi avec Jan Tschichold, qui est aussi ici dans cette œuvre, aussi considéré un peu comme suisse. Et donc, il y a aux années, c'est toutes des affiches entre 55 et 61, un peu le climax et la définition de ce qui est vu comme Swiss style. On voit très bien les parallèles des affiches. C'est Armin Hoffmann, Lose, Ruder, Vivarelli, qui se sont connus entre eux et qui se sont publiés entre eux et qui ont fait que c'est devenu une espèce d'école qui a une forte présence. Et on voit bien les moyens utilisés, donc il y a beaucoup d'affiches et d'éléments où on voit que il inspire l'autre dans les deux sens. On voit la force de la géométrie, donc le cercle qui peut être un avion, qui peut être un disque, qui peut être un cible de tir. En bas à droite, c'est une affiche pour un Schützenfestival où les gens ils vont tirer, je sais pas. Ouais. Et un autre, donc ça d'un côté la réduction graphique et de l'autre côté le travail avec l'image. Donc Josef Müller-Bockmann qui a fort évolué, qui a trouvé des images très très fortes pour exprimer une idée. Et c'est devenu un langage, une école qui est aussi allé plus vers l'extérieur de la Suisse, donc que c'est devenu aussi du Swiss style, une espèce de international style. Et en Suisse, c'est devenu presque une espèce de filtre qui se laissait appliquer pour tout. Donc, il y a des différentes partis politiques de n'importe quelle orientation qui se sont servis de ce langage. Il y a que avant, c'était plus utilisé dans la culture, c'est devenu même dans toutes les communications aussi de l'État, c'est devenu le primaire, un langage visuel, une façon de comment il fallait faire les choses. Et peut-être pour finir ça, 2 livres qui, après la résistance du Muséum für Gestaltung, n'ont pas trouvé entrée dans le livre, parce qu'ils trouvaient aussi, c'était un peu sacrilège, nous on trouvait intéressant, assez étonnant. Donc, à gauche, un travail de Max Biel, de 1986, et à droite, il y a un travail de l'atelier de Josef Müller-Bockmann, donc les deux qui sont aussi pu évoluer et s'adapter à des nouvelles langages visuels, si on veut. Et pour finir avec ces 100 ans de graphisme suisse, les end papers qui étaient les pages de garde, qui étaient le relief des Alpes suisses, des datas de Suisse Topo, donc qui font un travail fort graphique sur le paysage. Ça c'était la première partie. Bon. Alors, pour la partie qui va suivre, donc, comme on peut le voir, il s'agit de beaucoup de livres. C'est un projet dont on n'a encore jamais parlé, parce qu'on y travaille dessus depuis pas mal de temps et on est en plein avec au milieu du travail de ce projet. Et il représente un chapitre d'un livre qu'on est en train de concevoir. C'est un livre qui fait partie au fait d'une trilogie, on n'ose presque plus le dire, mais on avait publié en 2000, je pense, ou 99, un premier petit livre qui était un peu un livre statement sur
qu'on avait fait pas en commission, mais c'était quelque chose que notre bureau avait produit à l'époque, ce qui s'appelait Introduction. 2 ans après, on avait présenté un deuxième projet de livre qui s'appelait The Things, les choses, qui était un projet un peu plus qui traitait au fait de la même chose, mais traité d'une façon différente. Et au fait, le livre sur lequel on travaille depuis 2002, ce serait la troisième partie de cette trilogie. Et donc, cette partie-là, elle représenterait le chapitre numéro 7 de ce livre. Et pour faire juste une petite analogie au livre The Things, qui est maintenant déjà très vieux, qui date, il y a toujours quelque chose qui nous a intéressés dans le travail, si on peut l'appeler libre, dans le travail dans lequel on n'est pas soumis à une commission, mais dans lequel on a conçu, ou on développe les projets ou les contenus nous-mêmes. C'était souvent lié à la comment dire, à la complexité des choses ou à l'ensemble, à la déclinaison de toutes les possibilités. C'est quelque chose qui nous a toujours intrigué ou fasciné. Et pour faire un petit lien, on n'a pas de visuel pour ça, juste pour parler du Sound Generator qu'on avait produit. C'était une espèce de machine ou un tool qui pouvait générer une quantité assez grande de signes sur 9 points, sur une grille de 9 points, qui était une approche à l'alphabet latin. Donc c'était plutôt conceptuel, mais là on avait aussi eu le besoin de produire tous les signes que ce tool ou que cette machine pouvait nous fournir. Aussi dans l'idée d'une systématique, on ne va pas montrer juste une chose d'un élément, mais tous les éléments qui sont produits par une idée. Pour cette partie, aussi une référence très claire et assez importante était la bibliothèque de Babel de Borges, et qui est au fait une bibliothèque indéfinie, ou infinie, pas indéfinie, infinie, composée de toutes les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet. Et nous, on aurait bien voulu, ou bien on a essayé de trouver une réponse à ça, mais cette notion d'infini nous a un peu, disons, comment dire, provoqué, et on était intéressé dans le fini de la chose, mais pas en lien avec les lettres, mais en lien avec les images. Donc l'idée c'est de produire une bibliothèque, ou bien des livres, tous les livres possibles qui puissent contenir toutes les images imaginables. Donc celles qui ont déjà été faites, celles qu'on est en train de faire maintenant, et aussi les images qui seront faites dans le futur proche et lointain. Voilà. Donc bon, cette partie, il y aura beaucoup de chiffres, donc on préférait vous avertir par avance. Est-ce qu'ils vont tous les visuels qu'on va montrer maintenant, c'est donc des visuels qui sont faits pour le livre, donc c'est pas des sets pour l'écran, donc il faut considérer ça. Mm-hmm. Donc voilà, la première question qu'il faut se poser, c'est ok, comment faire pour représenter toutes les images possibles. Donc, si on part l'image telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est, parlant d'images digitales principalement, aussi de toutes les images qui sont produites par seconde dans le monde entier. Tout le monde
avec n'importe quel support, iPhone, caméra digitale et tout. Donc on part principalement toujours avec l'idée d'une image en couleur. Et dans ces images en couleur, sans tenir compte maintenant, il faut aussi penser à la définition de cette image, donc à la résolution, la qualité de l'image. Donc on comprend assez bien les images qui sont en haut à gauche, on dirait c'est ces images de bonne qualité, et les autres sont plutôt réduites dans le résolution. C'est une question de pixelisation et de définition de la largeur par la hauteur. Maintenant, pour choisir ces images, ou pouvoir définir de quelles images on parle finalement, on va essayer de vous expliquer. Aussi pour pouvoir les calculer. Oui. Ouais, pour pouvoir les calculer, pour savoir combien d'images il y a finalement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple très simple. C'est une image de 3 fois 2 pixels. Donc, c'est là pour expliquer la démarche qu'on a prise. Okay. Bon. Donc, pour pas devoir choisir les images intuitivement, on essaie de trouver une façon de pouvoir les calculer. Ce qu'on voit ici, donc dans la partie noir et blanc, c'est si on peut définir cette image juste à l'aide de 2 couleurs, le blanc et le noir, on peut définir toutes les combinaisons possibles du blanc et du noir qui compléteront, qui définiront toutes les images. Donc, le calcul à faire ici, c'est 2, donc 2 le noir ou le blanc, puissance 6. C'est la définition de l'image en question, donc qui donne 64 possibilités. Maintenant, dans la partie à droite, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une image qu'on peut définir par 3 couleurs. Donc la même chose, le même calcul. Donc ça, c'est juste un extrait, c'est pas toutes les images possibles. Donc si l'image est définie par 3 couleurs, qui seraient le jaune, le bleu et le magenta, ce sont 3 couleurs. Même calcul, 3 puissance 6 donne 729 possibilités d'images. Donc sur cette définition de la résolution et de la colorimétrie, on arrive ainsi à définir toutes les images possibles qui sont faites sur ce format. Maintenant, dans le cas qu'on citait tout à l'heure, dans des images de bonne qualité, disons, ou dans des images très colorées, des images en couleur, si on se réfère à comment définir toute la palette des couleurs, si on pense à l'impression, avec le mélange des couleurs qu'il y a dans le mode d'impression, en comptant par canal cyan, magenta, jaune et noir, avec toutes les versions de 0 à 100%, qui donnent 101 possibilités par canal, et la combinaison de toutes ces possibilités ensemble, ça donne plus de 104 millions de couleurs différentes. Et on parle de 1 pixel, c'est-à-dire indépendamment de la définition de l'image, qu'on peut voir sur la partie, revoir sur la partie gauche de l'écran, on parle toujours de ces 104 millions et plus de possibilités de colorer un pixel. Donc, si on part du principe qu'on aime bien les images de bonne qualité, et là encore on a fait un effort pour la qualité de l'image en question, qui est en fait d'une résolution pas très satisfaisante, de 128 x 96 pixels, et pas de qualité qu'on peut atteindre avec des caméras digitales actuelles. Donc si on revient au calcul d'avant, donc c'est 104 millions et
quelques milliers de couleurs par pixel. Le calcul qui doit se faire, c'est la résolution de l'image qui est 128 x 96, qui est 49 152 pixels. Donc on doit prendre le chiffre 104 60 401 puissance 49 152, et ça donne un chiffre très grand. C'est-à-dire, ça donne un chiffre qui est composé, un nombre qui est composé de 98 517 chiffres. Donc ça, c'est la suite du chiffre. Encore 2 pages. Et voilà. Donc, on s'est vite rendu compte que si on voulait calculer ou bien générer toutes ces images, ou bien dans ces bonnes conditions, c'est-à-dire une qualité d'image satisfaisante plus toutes les couleurs, donc une résolution satisfaisante plus toutes les couleurs, le chiffre était un peu grand. Donc, on a tout de suite opté pour une résolution moins grande, mais toujours avec toutes les couleurs. Donc 104 millions de couleurs, mais une résolution beaucoup plus petite, qui est 32 x 24 pixels, qui donne 768 pixels. Donc le calcul est 104 60 401 à la puissance 768. Ça donne un chiffre qui est composé, un nombre qui est composé de plus de 6000 chiffres. C'est toujours un peu grand. Donc, on a dit, OK, donc on oublie les couleurs. Et on considère les images en noir-blanc. Donc, à nouveau, ce sont les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure, dans leur définition différente, résolution différente, pardon. Et on a refait le calcul. Donc, avec une palette de gris allant de 0 à 100%, qui donne 101 couleurs en considérant le blanc comme une couleur, sur une résolution de 768 pixels, comme avant, on arrive à un chiffre, donc c'est 101 puissance 768, qui est toujours de 1500, donc un nombre toujours composé de 1540 chiffres, qui est toujours un peu grand. Donc on a dû s'approcher de la définition, passer du gris à la définition bitmap, qui ne contient que 2 couleurs, le blanc et le noir. On revoit les images de tout à l'heure et les résultats que ça donne dans leur résolution respective. Donc, à ce stade, toujours avec cette résolution de 32 x 24 pixels, 768, avec 2 couleurs, blanc et noir, on arrive à un chiffre et le calcul est de 2 puissance 768. On a vu les conséquences que ça donne sur l'image et sur cette réduction, mais vu la grandeur du chiffre par rapport à ce qu'on avait au début et la qualité de l'image, on s'est vite mis d'accord et on a dit c'est ça qu'il nous faut. Ça c'est bien. Maintenant, pour voir quelle est la conséquence de cette décision, on a fait quelques tests sur certaines images pour voir jusqu'où on peut aller aussi dans la différenciation de ces images. Donc, il s'agit par exemple d'un portrait d'une personne. Les personnes, c'est toujours intéressant parce que c'est là qu'on arrive à reconnaître ou définir, différencier l'une de l'autre. Maintenant, ici, c'est une suite d'images qui présentent la même personne, mais avec une transposition différente. Ce qui est aussi encore important, peut-être, pour expliquer sur ce choix qu'on a fait, si même dans une image en couleur de très haute résolution, une image de montagne, et que dans cette image, il y a un pixel qui a 1% ou 1 degré ou une autre couleur,
on la considère mathématiquement comme une autre image. C'est clair que subjectivement, tout le monde va dire c'est la même image. Mais on peut pas, si on opère subjectivement, il faut faire un choix, et ça, on a voulu éviter de le faire. Donc c'est juste une petite parenthèse pour expliquer quelle est la différence entre deux images différentes. Même si un pixel change, ce sera une autre image. Ici, c'est une suite de tests pour voir maintenant pour voir l'effet sur la différenciation des personnalités ou des différents types de personnages. Et aussi la qualité de l'image. Ouais, qui est assez bien. Voilà. Une autre chose, on a aussi remarqué que dans ce mode bitmap ou ce mode de blanc et noir, plus l'image est grande, plus le pixel dérange. Plus l'image est petite, donc c'est pensé pour le livre, moins le pixel dérange. Parce que si maintenant vous fermez un peu les yeux, vous floutez un peu l'écran, ça fonctionne très très bien. On a aussi pris d'autres types d'images, de la botanique, l'automobile, pour voir si c'était vraiment une décision assez honnête. Le problème de tout ça, c'est que le chiffre que ça a généré, le nombre d'images que ça a généré, donc je vous rappelle que c'est un chiffre composé de 232 chiffres, un nombre de 232 chiffres. Eh bien, ces situations que nous pouvons voir ici, au fait, ça correspond pratiquement à plus de 95% de la totalité des images. Donc c'est aussi la réalité de l'enjeu qui est pris. Et le prix qu'il faut payer. Et le prix qu'il faut payer. Voilà. Donc ça c'était un peu le chiffre qu'il fallait battre. Ça c'est le chiffre qu'il faut battre. Donc ça c'est le nombre d'images qu'il faut mettre dans des livres pour faire cette bibliothèque qui contient tous les livres. Qui est la fin de cette suite, donc qui va jusqu'à 2 puissance 768. Et nous, c'était un peu la question de comment on peut devenir maître de ce chiffre. Et ce qu'on a fait, on explique maintenant pour que vous allez comprendre la suite de ce qu'on va faire. Pour pas devoir reparer, parce que très vite, on est dans des chiffres, on n'a même plus des noms pour. Le système qu'on a appliqué, c'est qu'on a opéré seulement avec les unités, donc qui étaient 2 puissance quelque chose. Et la procédure, c'était toujours qu'on a pris un objet, on a multiplié par un des chiffres qui est dans les puissances, donc soit x2, x4, x8, x16. Et chacun de ces chiffres correspond à des pas. Donc, dans l'exemple où on passe du premier module à celui de 4, donc on fait x4, et ce x4 correspond à 2 steps qu'on peut descendre dans la liste, et c'est simple, on doit juste descendre jusqu'à tout en bas de la liste où il y a la dernière des puissances. Donc x8 égale à 3 steps, et x16 égale à 4 steps. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est prendre des volumes et de les agrandir. Aussi, ça c'est la bonne nouvelle, les chiffres, ils grandissent extrêmement vite. Donc, si on prend un cube, puis on le met 4 fois 4 fois 4 fois dans un autre cube, on ferme un nouveau cube, on passe, on casse 64 de ces cubes fois 64 fois 64, donc très vite on est à un très grand chiffre. Donc ça c'est l'explication pour la procédure qui va jouer surtout un rôle vers la fin. Donc ça c'est un peu l'intro, hein, c'est le pixel qui est sur la grille que Dimitri l'a décrit, donc la grille de 32 fois 24. Et ce pixel, donc,
cette image devient l'image à droite. Donc ça c'est une image dans la taille qu'on allait utiliser dans le livre. Dans ces livres qu'on a définis de 16 x 12. On fait 8 de ces images, donc on passe au 2 puissance 3, et ensuite on fait 16 rangées, donc, et ça serait la page une page du livre. Et on est déjà au 2 puissance 7. De ces pages, on fait des livres ça peut sembler un peu beaucoup, 1024 pages. Et on prévoit sur le dos du livre une numérotation pour que chaque livre il soit numéroté. Et ensuite, on prend 32 de ces livres, on les met sur une étagère. Et l'étagère, on l'a fait de 2,20 m, qui me semblait juste. Et de nouveau avec 32 livres. Et une étagère, donc on passe du U25 au 29, on allait faire une rangée de 16 étagères. Et de ça, on doit répéter de nouveau 64 fois, et ça faisait une étage d'une bibliothèque. Pour passer d'un étage à l'autre, là on voulait être très simple, il y a un trou dans le sol, dans le coin, avec une échelle qui permettra de passer d'un étage à l'autre. Une étage de la bibliothèque, elle a un grand front avec des fenêtres, donc il y a aussi un peu de lumière. Juste pour faire une petite parenthèse, on a beaucoup plaisir à ce projet parce qu'on fait pas seulement du graphisme, mais aussi de l'architecture. Bon, ça c'est aussi pour les amis de l'architecture, pour Olivier. Donc Et maintenant à gauche, donc ça c'est la unité U40 d'une maison avec 32 étages. On voit assez petit, 2 bonhommes pour avoir une idée de la taille. Elle est 90 mètres maintenant. Et on empile ces maisons, ils forment une rue de le U44, une à côté de l'autre. Et ensuite, on fait un plan. Donc, en surface, on répète les maisons. Et on arrive à quelque chose qui est approximatif, qu'on peut appeler un quartier. Ces maisons maintenant, de ce bloc que vous voyez en bas à droite, il est de 800 x 600 mètres, toujours avec seulement une hauteur de 90 mètres. Et maintenant, on empile ces maisons et on est déjà à 53, donc optimiste. On dépasse la tour Eiffel, que vous voyez à gauche, et le bloc qu'on a maintenant, qu'on appelle un quartier, il prendrait de la place au milieu du Central Park, à New York, donc le plan de New York à droite. Ensuite, on refait le même jeu, on arrive à un bloc d'une longueur qui est une espèce de boulevard avec des très grandes maisons de 10 km. Et en bas à gauche, on arrive sur une surface d'une ville qui sera environ de 10 x 16 km, avec une hauteur de seulement 1,5 km toujours. À droite, il y a de nouveau la comparaison, donc la maison qui sort de la page, si on veut, mais on voit il y a une découpe qui montre où la maison elle serait coupée. Et ici, c'est le U64, donc 2 puissance 64. Un moment important. Oui, c'est un moment assez important parce que, peut-être, je sais pas, on va peut-être mieux sur le prochain. Ah, c'est très bien. C'est important parce que maintenant, il faut introduire, juste pour faire la comparaison, le mythe de la légende de Sessa. Je la récapitule très rapidement de ce roi indien. Sessa, lamenteur du jeu d'échecs. Vous connaissez certainement l'histoire du jeu d'échecs que le roi indien avait récompensé Sessa, qui était mathématicien, pour l'invention du jeu d'échecs qui l'a complètement fasciné, et il lui avait demandé de faire
de souhaiter un cadeau en récompense. Et c'est ça, lui avait dit, oui, j'aimerais avoir un grain de riz sur la première case de l'échiquier, sur la deuxième case de l'échiquier, un deuxième grain de riz, sur la troisième, le double, 4, sur la quatrième, le double, 8, et ainsi de suite. Donc, le problème, c'était que ça générait une quantité tellement extravagante de riz que le roi a été complètement bouleversé par ce chiffre. Il avait demandé appui à un autre mathématicien qui travaille chez lui de lui dire ce chiffre. Ce qui représente, on a fait le calcul au bureau. Après, bon, on a pris une quantité d'un grain de riz, disons, parce que les grains de riz, il y en a des plus gros, des plus petits. Donc, on a pris une moyenne du grain de riz, et ça correspond vraiment beaucoup de grains de riz. Et en volume, ça donne un cube de 8,48 km d'arête. Donc, depuis le niveau de la mer, c'est aussi haut que le mont Everest. Donc, on en est là. C'est juste pour la petite parenthèse pour faire la comparaison. On a encore quelque chose à comparer maintenant, donc on a profité de ça pour... Donc, la taille, elle est de 10 x 16 x 12 km Ouais. de l'objet. Et on l'a agrandi encore de 64 et de 16 fois. Et entre-temps, la bibliothèque, elle couvre la France. Et on le multiplie encore 32, 16 fois. On a une très grande surface, très basse. On fait une grande multiplication pour arriver à des proportions de 512 fois. Et la bibliothèque, elle couvre le monde. Et on voit qu'on doit détacher la bibliothèque du monde à cause de la courbure de la Terre. Et ce qui fait le cercle qu'on voit, c'est la Terre. Et le rectangle noir, c'est la bibliothèque. On l'a agrandi encore de 16, 32 et 16 fois dans les trois sens. Et la bibliothèque, maintenant, elle se met entre la Terre et la Lune. Donc, on passe dans l'espace. La Lune et la Terre dans leur rapport, dans les rapports justes. Autrement dit, à droite, le Soleil, le cercle et le rectangle noir, donc l'archive de puissance 104. On l'agrandit encore. On passe des steps, on fait plus les intersteps. Il y a un petit. On vous a mis des petits icônes pour représenter le volume de ça. En fait, il faut imaginer ça en grand. En fait, un cube. Sur le U121, on dépasse le Soleil, et sur le U150, on sort de notre système solaire. Donc, la ligne que vous voyez là, en haut à droite, c'est la distance entre le Soleil et Jupiter. Et la bibliothèque le pète. Neptune. Est-ce que j'ai dit quoi? Jupiter. Neptune, évidemment, pardon. Et on vous a épargné les chiffres. On est à 6 milliards. Faut parler dans le micro. On est à plus. On est à un chiffre de façon qu'on n'a plus dû convertir les kilomètres en années-lumière. Donc, le trait qu'on voit en haut, ça correspond à une année-lumière. Et la bibliothèque, elle est de 0,71 années-lumière. Vu à droite, c'est le dessin du voisinage du Soleil, donc les plus proches planètes, et la bibliothèque, elle se met, si on la met au milieu, elle va dans ça, donc une distance de 20 années-lumière. On doit passer dans le Milky Way, et notre volume, il est de
23 000 années-lumière. Et on doit encore faire le pas qui s'appelle, on entre dans le local group, donc le petit cercle, c'est le Milky Way que vous voyez à droite. Et on doit passer d'unité de nouveau parce que les années-lumière, on est sur des très hauts chiffres. C'est on est à plus que 23 millions d'années-lumière. Et on passe sur des mégaparsecs. Donc, 1 mégaparsec correspond à 3 280 000 années-lumière. Et le prochain step, c'est donc le cercle que vous voyez, c'est l'univers, donc qui est connu, c'est 28 000 mégaparsecs. Et la bibliothèque, elle s'inscrit dans l'univers. À droite, on le multiplie encore de 3 fois 128 fois. Et le petit cercle qu'on voit en haut à droite, c'est donc l'univers. Et le carré noir, c'est la bibliothèque. Donc, ouais. Et c'est là qu'on sort de toutes les échelles, si on veut. Parce qu'on peut plus... on n'a plus de comparaison. Donc, pour montrer les steps à faire, on met toujours... C'est toujours 2 puissance 21 qu'on agrandit le module. Donc, on part toujours d'un cube au prochain cube. Donc, le cube jaune s'inscrit dans le cube violet. Et le cube violet, il va s'inscrire dans le cube rouge. Et on doit faire ça plein de fois. Pour arriver à 2 puissance 753, à qui on peut donner maintenant une forme finale, qu'on l'inscrit dans la bibliothèque finale, donc le U768, qui est un cube, un corps de 2 x 3 x 4, qui est donc la bibliothèque finale. En bas, les chiffres, c'est les dimensions en mégaparsec. Dans sa forme finale, on a essayé de raccourcir le chiffre en utilisant le quadrat quintillion, mégaparsec. Et ça, c'est la dimension de la bibliothèque finale. Donc, tous les images sont placées. Donc, et c'est fini. Merci beaucoup. Merci. Et on veut bien répondre à des questions, mais on ne va pas répondre à la question de quand c'est qu'il sort ce livre. Est-ce que quelqu'un tient encore le coup après ce calcul? Des questions? Tout est clair. Bon, je vais lancer une première question. En fait, voilà, vous faites un projet, c'est votre projet, ce livre fou. et comment il s'inscrit dans votre travail général de tout le bureau? Moi, je pense pour nous, c'est assez la base de notre travail. En fin de compte, on avait fait le bureau pour... L'idée, c'est toujours que nous, on publie avant tout nos livres. Et ce genre de travail est très souvent pris par le quotidien. Donc, si on pourrait choisir... on aime bien travailler avec des gens, des mandats, mais c'est quand même la vision qu'on a, qu'on puisse développer des projets de ce genre, qu'on essaye toujours d'avoir
de la liberté de faire ça. Vous avez expliqué ce C'est type quelque de chose qui projet au directeur de Swatch? Pardon? Est-ce que vous avez expliqué ce type de projet au directeur de Swatch? Ben, on a peu parlé avec le directeur de Swatch. Non, on l'avait pas. Il y a très certainement que on pourra montrer au directeur de Swatch le livre quand il est fini. Mais c'est quelque chose, disons, c'est deux voies parallèles qui s'auto-nourrissent, on a besoin, l'une a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'autre. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qu'on a, bon, pas la même cadence évidemment, mais quelque chose, on a toujours eu besoin de se détacher de notre quotidien, de répondre à des commissions, à réfléchir autrement sur les choses qu'on doit faire. Et l'autre côté des choses, si on peut pas faire des projets ou bien travailler sur quelque chose, réfléchir sur quelque chose comme ça, ben c'est un besoin qu'on a qui finalement complète notre travail qui est graphiste, qui est au service de gens qui ont besoin de choses, de produire des choses en graphisme. Vous êtes un bureau de combien de personnes? On est 3. Il y a encore Ludovic qui travaille chez nous depuis 10 ans. Vous avez toujours tenu à ne pas grandir. Oui. Oui, parce que bon, c'est un choix. Hein, on aime bien faire les choses nous-mêmes. Et ce qu'on déteste le plus dans notre travail, c'est écrire des mails, répondre aux mails, téléphoner et organiser. Ça, on déteste. Also, ça fait partie du travail, on le fait volontiers dans le cadre d'un projet, mais on veut pas faire. C'est un choix à faire, quoi. On n'a pas envie de grandir, on a envie de faire les choses nous-mêmes, non? C'est un peu ça. Nous, on pense aussi que c'est plus intéressant pour nous d'être spécialisés. Donc, le travail qu'on fait, je pense, avec la création de police de caractère, et de faire peu de choses et d'être plus pointu dans ça et de pas avoir un grand portfolio avec beaucoup de projets. On a beaucoup d'étudiants en graphisme dans cette salle, il me semble, qui ont pris des notes ce soir, qui donc veulent devenir graphistes, je suppose. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Je pense que pour nous, c'est toujours important qu'on puisse aussi de garder de pas complètement dépendre des mandats, dans un sens que le travail, il est non seulement nourri de choses qui viennent de l'extérieur et que tout ce qu'on fait, c'est de réagir par ce qui est amené, mais qu'on essaye de trouver, de pas oublier nos intérêts. Et je pense que tous les projets qu'on a fait, nous, qui viennent de l'intérieur du bureau, ben, c'est ça qui nous a toujours avancé, je pense. Mais c'est une façon de concevoir sa façon de travailler. Hein. C'est pas le besoin de tout le monde. Et je pense que pour les étudiants, je pense tout le monde, je pense que c'est le plus important de faire les choses qu'on aime faire parce que c'est dans ça qu'on est bien et c'est dans ça qu'on peut être fort. Donc il faut trouver l'intérêt, le plaisir de comprendre où on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire. Cool. Bon, Une question dans la salle? Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez un peu raconté les contraintes que vous vous imposez vous-même et qui, d'une certaine manière, vous libèrent pour créer. Mais je voulais savoir si vous avez rencontré beaucoup d'obstacles dans le contact avec les mandataires. Bon, peut-être plus maintenant parce que vous êtes connu, réputé, mais quand on dit à un mandataire, bah, si c'est pas un 306, il faut que ce soit 324. J'imagine que ça doit être difficile à faire passer dans certaines situations. Donc, comment vous avez géré ce contact avec les mandataires pour assurer votre liberté de créer à partir de vos convictions? Ben, bon, ça c'est le truc du 306 et 324. Ben, en fait, c'est assez simple parce que si on en parle, c'est difficile de le justifier. Mais si on imprime une liste avec des chiffres noirs imprimés sur une feuille blanche et qu'on la montre, ben les gens ils disent ah oui c'est imprimé donc c'est là donc ça doit être juste donc c'est bien. Donc il y a une certaine autorité. Ça c'est juste une petite. Mais sinon, moi je. Bah, les principes, pour nous, hein, tous les principes ou les règles qu'on s'impose, c'est aussi des trucs, c'est juste, et toutes ces décisions, toutes ces règles, pour nous, ils sont absolus, et on peut très bien les justifier et expliquer. C'est aussi des trucs, qu'on n'a pas tiré par les cheveux comme ça, mais qui vraiment nous semblent justes. Ce qu'on remarque dans le contact avec les mandats, c'est que il y a beaucoup des points comme ça. C'est les gens ils veulent discuter des couleurs par exemple, mais les formats il y a pas de bon, sauf Lars Müller maintenant parce que c'était un truc de vente, mais qu'ils sont peu concernés par des aspects pour nous sont assez centrales, mais c'est pas ce qui leur importe en fait. Mais aussi d'être convaincu soi-même, si on présente quelque chose dont on est très convaincu et qu'on arrive à le justifier ou bien l'expliquer très clairement, très souvent, il est aussi perçu très clairement et après, c'est plus discuté, c'est accepté et tout va bien. On a plus de peine à dire, nous on voit plutôt ça en jaune, alors que le récepteur il le voit plutôt en rouge. Et là, on a des difficultés mais comme on s'intéresse peu à la couleur, c'est pas vraiment un problème. Donc, on laisse une certaine liberté là pour ces choix-là. Et si un système qu'on s'est préalablement imposé des restrictions ou disons un mécanisme, on n'est pas aveugle non plus. On regarde les choses. Donc, on va regarder ce que ça provoque de l'avoir fait comme ça. Et si ça fonctionne pas, si c'est pas assez, peut-être, on a un peu de la peine à utiliser ce mot, assez beau ou assez esthétique, ou que ça crée quelque chose des conflits ou je sais pas, souvent on change certains paramètres par avance qui vont faire que peut-être les choses vont se découler ou se générer plus fluidement ou plus. Donc on n'est pas on est un peu comme ça, mais après, il faut aussi pas être idiot et changer les choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je veux dire que les discussions à l'intérieur du bureau, c'est beaucoup plus dur que les discussions qu'on a avec les gens de l'extérieur. Ouais. Ça, c'est une très bonne remarque. Ouais. Pour revenir au projet de la bibliothèque, j'étais frappé quand vous l'avez présenté par les échos artistiques qui viennent à l'esprit, qui sont comparativement très très simples et très très rudimentaires. Mais par exemple, quand Sol LeWitt fait les Incomplete Open Cues, je crois qu'on peut en faire 126,
Ou quand Gerhard Richter mélange les carrés de couleurs, il a fait 4, 8, 1024, 4900 et quelques. Je crois que le plus grand nombre, c'est le grand vitrail de la cathédrale de Cologne, mais ça reste dans des proportions extrêmement basses par rapport à vous. Mais ou alors même Onkawara, les livres d'Onkawara, 1 Million Years avant Jésus-Christ, 1 Million Years After Jésus-Christ, les 1 Million Dots, toutes ces choses-là. Donc j'imagine, parce que je sais que vous travaillez régulièrement avec des artistes, j'imagine aussi qu'il y a en écho de ce projet-là la présence de ces œuvres artistiques, mais au-delà de ça, il y a même quelque chose qui m'a frappé, c'est l'analogie avec Mallarmé, parce que vous savez que Mallarmé avait un projet de livre absolu, qu'il a essayé de faire toute sa vie et qu'évidemment il n'a jamais réalisé, qui était une sorte de combinaison très très compliquée. Il y a des manuscrits qui ont été publiés sous le titre Le livre de Mallarmé, où vous pourrez voir toutes les combinaisons arithmétiques auxquelles Mallarmé s'était livré. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous poussez à l'extrême la folie de l'arithmétique et de la combinatoire, en prenant des nombres absolument exceptionnels, mais aussi en prenant évidemment les images. Mais même chez Mallarmé, qui disait qu'avec les 24 ou 25 ou 26 lettres de l'alphabet, ça dépend de quelle langue on parle, si elle W ou pas, mais avec ça fait des centaines de milliers d'années que l'homme parle et fait toutes les phrases possibles et n'a toujours pas épuisé le langage d'une certaine manière. Donc rien qu'avec ces 24, 25 signes, une sorte d'infini comme ça. Donc je dirais qu'en deux temps, ce à quoi j'ai pensé d'abord, c'est ces références artistiques qui sont plus proches de nous, de manière chronologique, et puis qui vous sont peut-être que vous rencontrez plus régulièrement dans votre travail. Mais au-delà de ça, il y a le projet mallarméen du livre. Et il y a cette très, très belle phrase qu'il avait, qui je trouve s'applique complètement à votre idée de la bibliothèque, c'est qu'il disait que le monde est fait pour aboutir à un livre. Le monde est fait pour aboutir à un livre. Ou à une bibliothèque, pourquoi pas. Voilà. Merci. Effectivement, enfin moi j'ai eu l'impression de faire un voyage dada presque dans cet univers et entre les planètes. Et je voulais vous demander si pour vous, est-ce que c'est finalement la fabrication d'un antidote pour ne pas tomber dans le business pour vous, ou est-ce qu'on a une chance, je sais pas si les deux choses peuvent d'ailleurs se combiner, de voir, de pouvoir palper un jour une partie microscopique de ce grand livre et de cette grande bibliothèque. Donc est-ce que c'est juste finalement une expérience d'art, comme vous le disiez très justement, sensorielle, sensitive, surréaliste, ou est-ce que vous avez envie que cet antidote devienne un vrai, enfin si c'en est un, quelque chose de palpable dont on pourra rapidement se procurer un micro-partie? Peut-être que pour nous c'est moins... moi je considérais... On n'irait pas qu'on se met dans un monde d'art. Nous, c'est plutôt mais il y a ce côté que on s'intéresse à la conséquence d'aller au bout d'une idée, de dire, OK, bon, qu'est-ce que ça signifie? Bon, on va au bout de ça, on veut le décliner à fond et c'est, ce qui nous intéresse, c'est la pensée de réaliser ou de visualiser une pensée, aussi d'être confronté à ce chiffre, ce problème énorme, de trouver avec des moyens visuels des solutions à ça. On est très attiré dans des systèmes de ce genre et séduit certainement. Et là, notre intérêt de pousser plus loin les choses, quoi. J'ai pas compris est-ce que vous avez dit pour pas tomber dans le business? Oui, est-ce que c'était pour vous une façon de vous garantir de rester finalement complètement presque dans un design de la philosophie ou dans une philosophie du design plutôt que de répondre à la commande
de Swatch de lui faire un très Yeah. joli nouveau design. Ben, effectivement, bon, c'est d'avoir cette liberté, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Donc ça, je pense Dimitri avait dit, c'est le chapitre 7 de ses livres, donc on n'a pas parlé des autres encore. Donc c'est un ensemble de différentes idées qui tournent autour de ça. Et si c'est une occupation sans commande, si c'est à l'approche de l'art, peut-être mais on peut dire on pense pas à réaliser. Disons, c'est vraiment une pensée visualisée. C'est comme je le vois. Quoi. Je sais pas si on a répondu à la question ou bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière. Moi, j'ai juste une question sur cette fascination pour les nombres et pour les procédures, parce que dans la première partie de la présentation, vous avez commencé par parler de cette différence entre les points et les millimètres, comment vous avez eu un besoin de fixer le millimètre comme une espèce de normes pour résoudre des problèmes. Et puis quand vous travaillez de façon expérimentale, peut-être un peu plus libre sur des sujets qui sont indépendants des commandes, vous revenez à des questions de nombre, de proportion et une manière de travailler qui est très procédurale. Et ça m'intéresse juste de savoir d'où ça vient, ce besoin et cette fascination pour la procédure et pour les mathématiques. Bon, moi, j'ai pas une grande affinité avec la mathématique, je veux dire. Mais moi, c'est plutôt ce qui nous intéresse. Je pense que c'est d'être pris dans un système et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut le lutter, en partant de l'idée que ça va provoquer quelque chose, donc qu'il y a une contrainte ou un problème qui va mener à quelque chose. Les chiffres, ils ont aussi quelques. Bon, moi, j'adore les mathématiques, hein. Mais bon, c'est une question d'unité, quoi. Mais on est comme lié à. Là, on parle de millimètres. Pour nous, je sais pas, on est fasciné par les. On n'aime pas les chiffres à virgule, par exemple. On n'aime pas les choses qui sont presque 1,289. Mais moi, je pense c'est plutôt, c'est pas, on parle pas du millimètre. Plutôt, ce qui nous fascine, c'est l'unité des choses. Après, ça peut s'adapter à n'importe quel. C'est un peu la façon de pouvoir gérer les choses, et de pouvoir les calculer. Et c'est cet exercice, en fait, un exercice pour voir jusqu'où. On a eu des problèmes avec la définition des unités de mesure, mais c'est quelque chose qui est là depuis pas mal de temps, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Pas mal. Mais peut-être qu'une question qui nous a toujours occupés, je pense tout le monde qui est dans un métier semblable, c'est quand est-ce qu'un travail est fini, quand est-ce que c'est juste, quand est-ce qu'on peut dire ok, maintenant je peux m'arrêter, quand est-ce que c'est accompli. Et je pense que notre réponse à ça, c'est quand on peut quand on a suivi les règles, quand on a fait toutes les variantes, on sait qu'on a tout fait et on peut avoir la conscience tranquille. C'est un très beau final. Un grand merci à Dimitri et Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous.